peuvent témoigner du Cambodge d'aujourd'hui. Les personnes qui, bien sûr, ont tout un vécu avec le Cambodge d'hier. Et le thème de cette causerie, j'avais surtout envie de l'axer sur le Cambodge de demain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le Cambodge a une population à 80% de moins de 20 ans. C'est un pays donc, qui renaît de ses cendres. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire du Cambodge, mais bon, je vais essayer de le synthétiser en quelques mots. C'est difficile pour moi parce que je suis très bavarde et que l'histoire du Cambodge me passionne depuis 35 ans. Vous avez pu le constater à travers cette exposition de photos. Donc, en essayant de synthétiser, le Cambodge était une royauté, le royaume du Cambodge, avec toute une filiation héréditaire. Il y avait la branche Sisovac, la branche Sihanouk, enfin bon, il y a toute une histoire très complexe, comme la royauté en France. C'était un petit pays avec peu de population, essentiellement rurale. Et à un moment donné, le Cambodge était convoité par les Annamites, donc les Vietnamiens actuels, au sud-est, par les Thaïlandais, les Siamois, au nord et à l'ouest. Et donc à un moment donné, le roi du Cambodge a demandé à la France de les protéger, c'est ce qu'on a appelé le protectorat. Alors, c'est un grand mot, il n'empêche que pendant un siècle, près d'un siècle, les Français ont administré le Cambodge. Et bien sûr, on en retiré sa substantifique moelle, puisque bon, rien ne se fait sans rien, c'était un protectorat, une administration française, mais bon, il y avait aussi une surexploitation des, comment ça s'appelle, les VA, essentiellement, oui, des ressources naturelles, les VA, les diamants, le païline. Donc ça me permet aussi d'introduire Pikmir, puisque son nom, Pik, c'est le diamant, et Mir, c'est l'or. Donc Pikmir, je vous présente Diamant Or. Vous pouvez l'applaudir. Donc, tout le monde en veut, quoi. Il y a beaucoup d'humour, Pikmir. Donc, le protectorat français a duré près d'un siècle et, bon an, mal an, à un moment donné, il a fallu se retirer parce que le Cambodge a revendiqué son autonomie, bien sûr. Sur ce sont arrivés les Américains avec la guerre du Vietnam, je résume. La guerre du Vietnam, après que le Viet Minh, comme on disait à l'époque, ait bouté les Français à la suite de Dien Bien Phu, une grande bataille pendant la guerre du Vietnam où les Français ont été battus à plate couture. Donc ce petit peuple vietnamien qui est vraiment un peuple qui a une endurance, qui a une volonté, une détermination incroyable, a quand même résisté et à l'armée française et à l'armée américaine. Donc à l'époque de la guerre du Vietnam américano-vietnamienne, on va dire, donc ça devait être dans les années 65, 70, ce qu'on appelait la piste Ho Chi Minh passait par le Laos et le Cambodge. C'était la piste de ravitaillement des Viet Cong, puisqu'à l'époque des Américains, on les appelait les Viet Cong. Et Nixon et Kissinger, pour détruire cette piste Ho Chi Minh, ont fait bombarder pendant des années. Il y a eu, le plus de B-52 qui sont tombés, enfin, j'arrive pas à trouver ma phrase, le Cambodge a été le pays le plus bombardé par les Américains dans un laps de temps très court, en 3-4 ans. Ils ont déversé les bombes, donc les bombardiers, les B-52, ont déversé, et c'est cette image fameuse où on voit une petite fille courir avec les champs de napalm aussi, c'était au Cambodge. Et donc le Cambodge s'est retrouvé bombardé par les Américains alors qu'ils n'avaient rien demandé à personne. Tout ça parce que les Américains essayaient de couper la piste Ho Chi Minh.
Et à ce moment-là, il y avait un certain Salot Sar, plus connu sous le nom de Pol Pot, qui faisait ses études en France à la Sorbonne et qui avait été martelé par l'idéologie marxiste, léniniste de l'époque. Donc on était dans les années 70, 72, tout de suite après 68 finalement en France. 68, la libération de la femme, l'ouverture d'esprit, des consciences, etc. Ce jeune étudiant cambodgien à la Sorbonne a été nourri de toutes ces idées avec une vision utopiste de l'avenir. Pour lui, c'était évident qu'il fallait libérer le Cambodge de ces impérialistes américains qui avaient viré le roi du Cambodge, donc le roi Sihanouk, qui était parti se faire dorer quelque part, je ne sais plus s'il était en France ou en Chine à ce moment-là, parce que lui, il vivait quand même royalement, c'est le cas de le dire, en étant très attaché à son peuple, mais quelque part qu'il regardait de très haut, parce que les Cambodgiens vivaient dans un Cambodge très pauvre, rural, et le roi vivait dans des fastes impressionnantes. D'ailleurs, il y a un livre sur le palais du roi du Cambodge que vous pouvez consulter. Donc les Américains, comme ils savent très bien le faire, ont profité de l'absence du roi pour placer un général au pouvoir, le général Lon Nol. Et ça devait être mars 70. Ce général Lon Nol, donc un petit peu comme tous les généraux qui ont été installés par la CIA en Amérique latine, etc., en a profité pour s'en mettre plein les fouilles pendant quelques années. Il ne payait pas les troupes lui, bon, il a profité de la situation. Les troupes, enfin, les soldats étaient sous-payés. La campagne était à feu et à sang puisque les bombardiers américains continuaient à bombarder des zones qui étaient soi-disant inhabitées, puisque Nixon et Kissinger se gardaient bien de prévenir les... comment on appelle ça, un conducteur d'avion, les aviateurs. Les pilotes. Les pilotes, merci. Les pilotes pensaient bombarder des zones inhabitées. Donc pour cela, Nixon et Kissinger ont faussé les feuilles de route des bombardiers. Et lorsque eux-mêmes ont appris des années après qu'ils avaient bombardé des zones habitées, ils se sont suicidés massivement, c'était une horreur. Donc, Salot Sar, le fameux Pol Pot, est rentré au Cambodge dans ces années 70-72 et il a commencé à faire une campagne d'endoctrinement, quelque part, de ces populations rurales qui se prenaient des bombes sur la tête, qui mouraient de faim et qui savaient que dans les villes, on continuait à festoyer. Pour eux, la ville était le reflet, le symbole de la corruption. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y avait, bien sûr? La Chine. Oui. C'était l'époque de Mao, de la révolution culturelle. Donc la Chine a commencé à armer les Khmers rouges pour bouter les Américains, puisque les Américains s'étaient installés derrière le général Lon Nol, bien sûr. Et donc, en fait, c'était devenu simplement une guerre par procuration des États-Unis contre la Chine, tout simplement. Donc, les Chinois ont armé ces gamins de 10 ans avec des AK-47, donc l'arme, et les Américains armaient les soldats de Lon Nol avec les M16. Donc, c'était les M16 contre les AK-47. Les Vietnamiens, eux, avec leur Kalachnikov, parce qu'il y avait les Russes derrière, ils arrivaient, et puis ils essayaient aussi de récupérer ces pauvres Cambodgiens de la campagne. Bref, c'était le chaos. Le chaos qui a fini le 17 avril 1975 par la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges, qui avaient donc été endoctrinés pendant ces 5 années par Pol Pot et toute sa clique. Et lorsqu'ils ont pris le pouvoir, donc c'était des gamins de 10 ans avec des armes chinoises qui ont vidé la ville de Phnom Penh. Et en quelques heures, en quelques jours, ils ont vidé une ville qui avait au moins 3 millions d'habitants, puisque pendant la guerre, la population rurale venait se masser à la capitale. Et ils ont envoyé tout le monde dans les rizières. C'était l'utopie marxiste de retrouver le travail de la nature, la productivité, etc. Et en fait, les plus pauvres, les plus
les vieillards, les femmes enceintes sont décédés les premiers et ont été décimés par ce retour à la campagne. Et tous les intellectuels ont été assassinés. On ne va pas vraiment revenir là-dessus, mais c'était juste pour donner un petit peu une rétrospective de ce qui s'est passé au Cambodge, pour comprendre aussi pourquoi j'ai envie de parler de l'avenir. Parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on y est allé, donc nous on y était en décembre là, avec nos élèves qui sont présents, hein, qui pourront en témoigner. Je n'avais jamais vu de Rolls-Royce aussi flambant neuve que ce que j'ai vu à Phnom Penh en décembre 2015. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux riches au Cambodge qui brassent des millions de dollars et la population rurale est toujours aussi pauvre. Donc c'est un petit peu comme si on avait bouclé une boucle et qu'on revenait à la case départ, après ces années interminables de guerre, après les travaux forcés pendant Pol Pot, après les camps de réfugiés. Vous avez vu donc l'histoire des réfugiés, ils ont quitté le Cambodge en 1979, quand les Vietnamiens, finalement, pour soi-disant libérer le Cambodge de Pol Pot, finalement ils ont envahi le Cambodge tout simplement. Ils ont pris le pouvoir au Cambodge. Effectivement, ils ont chassé Pol Pot. Ils ont chassé aussi des masses incroyables de populations rurales qui se sont retrouvées massées sur la frontière thaïlandaise. Aujourd'hui, le Cambodge est un pays qui est gouverné, on va dire, de manière un petit peu occulte par le gouvernement vietnamien, avec toujours le fils du roi qui a cette figure un peu emblématique, mais qui n'a aucun pouvoir politique. Derrière le gouvernement cambodgien, il y a le gouvernement vietnamien. Ils ont annexé le Cambodge, en réalité, tout en donnant l'impression aux yeux de l'opinion internationale d'avoir libéré le Cambodge des gouvernements. Ceci dit, aujourd'hui, moi j'ai rencontré des jeunes de 30 ans avec qui j'ai essayé de discuter de la période de Pol Pot. Ils n'en ont aucune idée. Ils ne connaissent pas l'histoire du Cambodge parce que leurs parents auraient du mal à en parler, parce que ça a été un vrai traumatisme, comme ce qui s'est passé pendant les nazis, c'était aussi dramatique. Et puis il y a eu beaucoup d'émigrés vietnamiens, donc ils n'ont aucune idée de l'histoire du Cambodge. Donc aujourd'hui, le Cambodge est peuplé de jeunes gens, à 80% qui ont en tout 25 ans, qui n'ont aucune conscience de cette histoire que je viens de résumer là en quelques phrases. Et on se demande ce que ce pays va devenir, hein, parce qu'il y a à nouveau cet écart énorme, cette, comment on peut dire, disparité entre les très riches et les très pauvres. Il y a d'énormes problèmes écologiques. Il y a des décharges à ciel ouvert sur des kilomètres carrés. Les gens vidangent leurs batteries de voiture dans le fleuve. Le fleuve d'ailleurs diminue de niveau. La pêche devient misérable, alors qu'autrefois le Tonlé Sap, c'était un des lacs les plus poissonneux du monde. Et donc, ces nouveaux riches-là sont des gens qui brassent des millions de dollars parce qu'ils font du business avec les Thaïs, avec les Chinois de Singapour, avec les Japonais qui ont racheté la moitié des forêts cambodgiennes. Donc c'est un petit pays qui est en train de se faire piller, tout simplement. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que nous sommes allés avec un groupe d'élèves, là, une dizaine de personnes, en décembre et janvier au Cambodge, et que vous pouvez, je pense, témoigner de ce peuple qui est toujours aussi émouvant, toujours aussi attachant, et à la suite d'un coup de cœur qu'on a eu sur une petite île, en fait, au centre de ce fleuve qui devient une mer intérieure au moment de la mousson, cette population-là qui vit avec une cinquantaine de familles, de leur agriculture maraîchère, hein, un petit peu de pêche, bien ces gens-là nous ont beaucoup touchés. On a eu envie de faire quelque chose pour eux, notamment aider à la scolarité des enfants, et puis leur fournir des filtres à eau en céramique, parce que ces gens boivent encore l'eau du fleuve, qui est donc, comme je l'ai expliqué, très polluée.
Et puis pourquoi pas, il y a un projet qui est en train de se profiler là au fond de ma conscience, qui serait de mettre en place un projet de tourisme solidaire, à savoir partir et au lieu de faire du tourisme bête et méchant comme le font des milliers de personnes, parce que comme vous pouvez le voir un petit peu de manière parcimonieuse, là j'ai mis quelques photos d'Angkor Wat, vous avez ce tableau d'Angkor Wat. C'est une des merveilles du monde qui attire des milliers de gens. Et il y a des Chinois qui arrivent en une demi-journée, ils prennent des photos, ils repartent, ils n'ont pas communiqué du tout avec les Cambodgiens, les Japonais font pareil. Ils boivent du Coca-Cola en passant. Et nous, on s'est dit, voilà, pourquoi ne pas mettre en place un projet où on partirait là-bas et on passerait 15 jours, un mois dans ce village. On aiderait les gens à construire des réserves d'eau. On a vu qu'il y a des procédés très simples. En plus, ce village, c'est un village, on l'appelle le port des marmites, Kampong Chnang, parce qu'il y a une argile très, très riche qui, depuis des générations, fait que ces gens-là produisent des marmites en terre cuite à partir de cette argile. Alors c'est rigolo parce que j'ai retrouvé des photos il y a 30 ans, donc les gens produisaient ces marmites, ils allaient les vendre à la capitale en charrette à buffle. Ils mettaient 3 semaines pour aller de Kampong Chnang à Phnom Penh. Et aujourd'hui, j'ai la même photo, que c'est peut-être à vous d'ailleurs qui l'a prise, où il y a ces marmites accrochées à la charrette, mais elle est tirée par une mobilette. Donc c'est vraiment, on voit l'évolution, mais quoi qu'il en soit, voilà, on a envie de développer ce genre de projet, parce que l'écologie est un problème, l'éducation est un problème, et l'hygiène est un problème. Donc si vous avez envie de participer, vous viendrez nous voir à la fin de la soirée, ou vous prenez nos emails, vous nous envoyez un petit mot. On a envie, voilà, de retourner au Cambodge, on a envie de continuer. Moi, j'ai travaillé dans l'humanitaire en 80, et ça faisait très longtemps que j'étais pas retournée au Cambodge. Et lorsqu'on y est allé, on a vraiment eu à cœur de faire quelque chose. On ne pouvait pas ne pas revenir, en fait. C'était très, très émouvant. Voilà, je crois que c'était le mot-clé de ce voyage. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux autres. Donc si vous avez envie de participer, il y a des projets de parrainage, il y a des projets d'achat de filtres à eau, il y a un projet de construction d'un internat pour que les jeunes qui continuent leurs études puissent aller à la ville, en fait, parce qu'en vivant sur cette petite île, à partir de 12 ans, ils arrêtent leur scolarité parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à la ville en bateau, de manger à la ville et de dormir à la ville. Donc, ils retournent à la campagne. Donc, ils ont une éducation très minimale. Et le problème, c'est que des gens qui n'ont pas suffisamment d'éducation pour pouvoir développer leur conscience restent, sous-conscientisés, parce que le pouvoir politique, bien sûr, profite de manipuler des gens qui n'ont pas cette conscience. Et c'est ce qui s'est déjà passé il y a 35 ans avec les Khmers rouges. Ils ont utilisé des gamins illettrés pour les manipuler, les endoctriner, et on se retrouve quasiment dans la même situation avec des très riches à la ville et des très pauvres à la campagne. Voilà. Pikmir. Je voulais juste confirmer que ce qu'elle a dit sur l'éducation, bien sûr, que la population a moins de 30 ans, beaucoup. Et depuis l'arrivée des Vietnamiens, on n'a jamais, ce n'est pas du tout dans le programme d'éducation du pays, d'apprendre aux Cambodgiens, aux enfants, surtout de connaître qu'on a vécu quoi avant, qu'est-ce qu'il y avait eu. Ils ne savaient même pas que les Khmers rouges existaient, et ils ont grandi comme si le Cambodge était toujours comme ça. Voilà. Donc le protectorat français de 1863 à 1954, rien. Et avant ça, rien du tout, absolument rien. Et il y a 3 choses que je voulais confirmer. Et aussi le gouvernement, si vous voulez, toutes les décisions, moi je suis contre personne, mais vraiment, mais c'est une réalité que toutes les décisions sont décidées par Hanoï. Il faut valider par Hanoï, parce que le gouvernement actuel, le Premier ministre,
et il était un ancien Khmer Rouge qui a quitté les Khmer Rouges d'aller demander de l'aide aux Vietnamiens, d'accord? Et ils sont arrivés, et il est au pouvoir, on l'a mis au pouvoir. Donc, et c'est normal aussi, parce que le Vietnam, vous savez, c'est comme le Chili, il est en longueur comme ça, et il fait 331 000 km² avec 95 millions d'habitants. Le Cambodge, il est 4 fois plus grand que la Suisse, il fait 181 000 km² avec une population de 15 millions seulement. Donc, et l'histoire ne date pas des années 70 ni 80, il y a déjà de 1800 et quelques. Et troisième point, c'est l'écologie. C'est vrai qu'il n'y a pas de structure de créer pour les déchets, mais c'est vraiment Anne, tu peux aussi, voilà, on a fait le film. Et aussi le Cambodge, sur 181 000 km², avant il y avait 70% de forêt. Il y a de forêt, et puis à part ça, ce sont des prés et puis des rizières. C'est de la riziculture. Et maintenant, moi j'ai demandé à des gens qui sont même dans le ministère, on avait des boîtes centrales, de tech, tout ça, et s'il en reste 10 ou 15% de forêt au Cambodge, c'est beaucoup déjà. C'est l'exploitation, mais vraiment, voilà quoi. Oui, l'avenir du Cambodge est en jeu, mais vraiment très très grave. Et d'autant plus. Elle a dit que le temps des sables, pourquoi il y a moins de poissons maintenant, c'est dû à la culture du riz. Les gens, ils cultivent le riz, si vous voulez, ils achètent des produits chimiques pour faire pousser, pour faire avoir une récolte, et après, quand il pleut, la nappe phréatique, il coule, il va se trouver dans le temps des sables, et voilà quoi, ça tue certaines espèces. Moi, je me souviens, pendant les Khmer Rouges aussi, j'avais, à 4h du matin, j'étais dans les rizières déjà, et il y avait énormément de bêtes dans de l'eau, dans la boue, tout ça. Et maintenant, on m'a dit, il n'y a même pas de sangsue, il n'y a même pas rien, il y a des endroits, ça a tellement tué. Et aussi, dans le Mékong, actuellement, vous pouvez voir, ils sont en train d'exploiter du sable. Ils vendent du sable. Et ils sont en train d'aspirer avec des grands bateaux. Et les habitants, moi je suis allée voir, qui vivent autour avec la petite maison en bambou ou en bois ou en zinc, tout ça. Et ça fait affaisser. C'est tout, c'est en train voilà quoi, la terre, c'est un affaissement en fait, pas possible. Et ça, c'est en face de l'hôtel royal, c'est à Phnom Penh même quand vous avez des grands bateaux où ils vendent du sable, je sais pas, au Qatar ou je sais pas où quoi, en fait, pour recréer des îles, pour recréer le Cambodge, c'est ça. Et c'est une corruption parce que voilà, je suis heureuse maintenant. Moi, des années, c'était quand en 93, après mon mariage, je suis allée, j'avais déjà des Z3. Les Z3, c'est des coupés BMW, vous savez. Donc, et on était en 93, c'était. Et là, voilà, la corruption, c'est ça, donc ce qui fait que ça fait. Oui, il faut connaître assez profondément le problème du Cambodge pour pouvoir vraiment investir et puis réfléchir aussi par quels moyens vraiment il faut. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, moi personnellement, il faut peut-être faire quelque chose au niveau du gouvernement parce que j'ai envie de dire aussi que le Cambodge est un des pays où il y a énormément d'associations humanitaires déjà aussi, mais est-ce qu'on peut trouver un autre moyen quoi? Mais c'est ça. Mais s'il n'y a pas eux, le peuple, ne survivront pas non plus, vivra pas non plus. Bon, et à ça aussi, vous voyez, parce qu'ils sont complètement coincés, ils sont complètement. Voilà. On a parlé d'éducation avec tout à l'heure, donc voilà, moi je crois que c'est la base quand même, c'est la base. Et quand on connaît rien, moi j'étais, voilà, moi je savais pas ce qui se passait dans le monde et pourquoi il y avait les Khmer Rouges, tout ça, mais grâce à la France, voilà, quoi, moi j'ai des auteurs qui m'ont ouvert les yeux sur l'humanité, sur le respect, sur le partage, sur la tolérance, donc ce qui fait que je crois qu'il faut, c'est important, voilà. Éduquer les enfants et les femmes et tout le monde. Oui. Nous, on est allés 2 fois, enfin, je suis allée 2 fois au Cambodge avec Mias pour les besoins du film. Donc, nous, on a déjà vu
on est allé à 2 ans ou 3 ans d'écart. On a déjà vu beaucoup de changements, donc les changements vont très très vite. On a vraiment le sentiment que le pays est aujourd'hui pillé par les pays autour et que les Cambodgiens sont dépossédés de leurs propres richesses. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, Ghislaine parlait des niveaux de vie. Nous on a discuté avec pas mal de gens dans les campagnes. Une famille qui vit confortablement à la campagne, un couple avec 2 enfants, à $100 de revenus par mois. Et ils payent l'école, parce que le système de l'éducation publique est complètement corrompu. Je veux dire que les profs n'enseignent pas s'il n'y a pas des bacs chiches et des cours privés. Ils payent la santé, tout le système est privé. Et à un moment donné, un enfant qui va à l'école ou qui tombe malade est un poids pour une famille par rapport à aller le faire travailler ou ramasser du bois pour vendre le bois sur un marché. Voilà. Donc $100 par mois pour faire vivre à peu près bien une famille de 4 personnes. Quand on croise effectivement la moindre voiture, moi j'avais demandé à notre chauffeur, je lui demandais les prix des voitures qu'on croisait, il n'y en avait jamais une en dessous de 35 000 €. Donc il y a un écart de train de vie qui est complètement indécent. Et effectivement, ceux qui payent sont toute cette jeune génération qui subit dans tous les sens les diktats des pays étrangers et l'appauvrissement des ressources, l'appauvrissement de la qualité de vie. L'éducation qui va pas mieux. Alors, on a vu pas mal de dispensaires américains. Donc, au niveau santé, ça semble s'améliorer, mais c'est sous l'influence d'un pays étranger, donc avec des directives d'un pays étranger quand même. Donc, il y a effectivement des initiatives qui sont possibles et qui sont, au lieu d'apporter de l'extérieur une aide, d'aider les gens à eux-mêmes grandir, se prendre en charge. MEAS a suivi quelques Cambodgiens comme ça en y allant plusieurs fois de suite et sans trop dévoiler d'histoire, mais elle a croisé il y a quelques années une Cambodgienne qui avait été une jeune fille qui avait été estropiée sur les mines, qui avait sauté sur les mines, qui a perdu une jambe, qui pour elle considérait que sa vie était foutue à partir de là. Et puis à force de lui redonner confiance, de lui donner des petits coups de pouce, et aujourd'hui elle s'est mariée, elle travaille pour une association humanitaire espagnole, mais elle travaille et c'est ce petit coup de pouce qui a fait qu'elle a réussi à se prendre en charge en fait et à sortir de cette campagne et sortir de son état pour arriver à faire des choses. Voilà. Donc c'est des petits coups de pouce au quotidien qui vont aussi aider les Cambodgiens à grandir. Merci Anne. Alors voilà, je pense qu'on a un petit peu vidé notre cœur là, les unes après les autres. Est-ce que vous avez envie de prendre la parole, poser des questions, de témoigner, puisqu'on a quand même un sacré groupe là qui est venu avec nous au Cambodge. Ça fait maintenant, je pense que tout le monde en parle, ça fait maintenant près de 40 ans que la paix est revenue, même si effectivement le pays est occupé. Et est occupé, je pense, civilement quand même, malgré tout, et peut-être pas militairement. Hein. Donc, je m'interroge sur l'éducation nationale, en fait, parce qu'en 40 ans, quand même, les structures auraient dû être remises en place, les professeurs formés, et puis un système mis en place, je veux dire, que ce soit que l'éducation nationale ou l'éducation professionnelle. Pour ceux qui ne pourraient pas suivre. Est-ce que ce dispositif, vous vous êtes rendu compte qu'il avait évolué dans le temps,
ou est-ce que vous pensez qu'il est bien sûr insuffisant? Je vais vous y répondre, puisqu'on a été rencontrés donc, avec Daniel, le directeur du collège de Kampuchea, donc pour aider En fait, on a rencontré 3 enfants dont les parents sont partis travailler en Thaïlande et ne sont jamais revenus. Alors, il faut savoir aussi que là, on parlait de gens qui se faisaient assassiner pour du trafic d'organes, des choses comme ça. Entre la Thaïlande et le Cambodge, il y a aussi des gens qui disparaissent, on ne sait pas comment, ils ne reviennent jamais. Bref, ces 3 enfants étaient livrés à eux-mêmes, ils vivaient chez leurs grands-parents qui ont 83 ans, ce qui est assez exceptionnel au Cambodge. Et on a eu un coup de cœur pour cette fratrie, et donc j'ai du coup étudié un petit peu la question. Il se trouve que les professeurs aujourd'hui sont payés à peu près 200 à 300 dollars par mois. Quand ils sont payés, parce qu'il y a encore... donc la corruption, elle est à tous les niveaux, hein, voilà. Donc du coup, ça ne suffit pas pour nourrir, ils ont pour la plupart 5-6 enfants. Ça ne suffit pas. Il faut à peu près 80 dollars par mois pour nourrir un enfant. Donc quand ils en ont 200, 250 et qu'ils ont 4 ou 5 gamins, c'est pas possible. Donc, sur leur temps de travail du service public, eh bien, ils donnent des cours particuliers qu'ils font payer. Et du coup, ben, ils sont absents aux cours qu'ils sont censés donner. Donc, il y a un absentéisme énorme de la part des professeurs. Et tous les enfants sont tenus d'aller à des cours particuliers, sinon ils sont mal notés dans le service public. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants qui ont des parents qui ont les moyens de payer des cours particuliers et parfois d'acheter des diplômes, eh bien, ils vont arriver, bon an, mal an, jusqu'au bac. Les autres, ils vont être éliminés. Au premier niveau, c'est à 12 ans.